Alors, Antoine Lyon-Caen, comment vous voyez le droit du travail aujourd'hui ? Je pense qu'il faut se défier d'une expression qui est très utilisée. C'est un droit de la protection des travailleurs. Ça fait partie des formules, à mon avis, qui entretiennent des illusions. Et ça n'est pas parce qu'il y a moins de protection aujourd'hui que la formule était vraie hier. Elle ne l'était pas non plus, à mon avis. Donc il faut partir, à mon avis, des 3 fonctions sociales, sociétales, on dirait aujourd'hui, du droit du travail, pour essayer de comprendre la dynamique qui n'est pas forcément positive pour certains, du droit du travail. D'un côté, première chose, le droit du travail a un rôle d'organisation de la concurrence entre travailleurs. C'est même peut-être la première fonction qui est apparue à la fin du XIXe siècle, la plus claire, éviter que les travailleurs se fassent une concurrence acharnée les uns à l'égard des autres. En même temps, c'est réguler la concurrence entre entreprises. La branche. La branche, c'est là l'idée de salaire normal en 1899, puis ensuite d'horaire, enfin de durée normale, qui est une notion très importante en droit français, pas seulement la durée maximale. Exemple, 35 heures, c'est une durée normale, ce n'est pas une durée minimum, ce n'est pas une durée maximum, c'est une durée normale. Donc, réguler la concurrence entre travailleurs, éviter justement que certains acceptent de travailler dans des conditions indignes, en tout cas dégradées. Et aujourd'hui, évidemment, cette fonction est moins, malheureusement, vigoureuse, c'est-à-dire des facteurs de concurrence de nouveau entre travailleurs ont été introduits. L'extériorisation de la main-d'œuvre, c'est un bel exemple. Même à l'intérieur de l'entreprise, on voit apparaître des formules à travers l'évaluation de concurrence, et évidemment, surtout, le détachement, la sous-traitance internationale qui joue un rôle pour mettre en concurrence des travailleurs. Deuxième fonction, très importante, organiser la rencontre du capital et du travail, c'est-à-dire donner corps à l'entreprise. Le droit du travail, au fond, donne à voir cette rencontre. Et c'est ça qui est un peu dommageable dans la vie académique, universitaire, cette fonction avec l'importance de l'entreprise est d'une certaine manière sous-estimée dans les travaux, dans les thèses en général. On parle beaucoup, c'est très bien, des conditions de travail, de l'emploi, mais pas tellement de cette rencontre. Alors, il y a des exceptions, exemple la thèse d'Elsa Peskin ou de Stéphane Vernac, le pouvoir d'organisation. Je n'ai pas à vanter cette thèse très stimulante, ou celle d'Elsa sur, au fond, les réseaux, l'idée de réseau d'entreprise. Bon, en tout cas, c'est la deuxième fonction du droit du travail, celle qui demande les efforts d'analyse les plus poussés. Parce que, une fois qu'on a dit que le droit du travail, il organise cette conjugaison, il faut aller très loin dans l'analyse des dispositifs pour comprendre que
tout ne se passe pas toujours de la même manière. Bon, les entreprises sont diverses, les formes de l'entreprise sont diverses, les rationalités même à l'œuvre dans la gouvernance de l'entreprise ne sont pas forcément les mêmes. Vous diriez que le débat sur la conception contractuelle versus institutionnelle d'entreprise, c'est totalement dépassé? Je pense que ça ne permet pas de comprendre la complexité de ce lien. Bon, c'est commode, et ça a été commode dans les années 50, on va dire. Je dirais, il faudrait qu'on l'oublie, ce débat, parce qu'il ne permettent pas d'entrer vraiment dans l'analyse justement du rôle du droit du travail dans la conjugaison du capital et du travail qui met en valeur le capital. Donc, oublions. Et puis la troisième fonction, qui est portée par le mouvement syndical à l'origine même, et qui devrait continuer à être portée notamment par le mouvement syndical, mais par la loi aussi, c'est le rôle d'émancipation des travailleurs, c'est-à-dire leur permettre d'être eux-mêmes, donc de lutter contre l'aliénation. Ce qu'on disait autrefois quand on était marxien un peu, en tout cas, desserrer l'étreinte de la subordination et pouvoir exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer. Ça, c'est le mouvement de la reconnaissance des libertés dans l'entreprise, qui évidemment, mouvement qui a eu un moment important en 1982, bon, peut-être pas aussi important en 1982 qu'on l'a prétendu, mais en tout cas qui continue aujourd'hui à jouer un rôle. Alors, si on a trois fonctions, le problème c'est l'équilibre entre les trois fonctions. C'est-à-dire comment se composent ces trois fonctions. Et selon les périodes, à la fois le rôle de la loi, le rôle de la pratique du droit du travail, comment les entreprises utilisent les marges très importantes que leur laisse le droit du travail, selon l'attitude du juge, selon la culture des juristes, parce que les facteurs sont multiples, la composition est différente. Je pense que le rôle d'émancipation est un rôle qui est extrêmement difficile à soutenir aujourd'hui, à promouvoir vraiment dans la conjoncture actuelle. Et c'est peut-être celui qui est non pas en recul, c'est pas exactement, mais qui a la dynamique aujourd'hui la plus contrariée. La question des acteurs dans cette réflexion, elle est essentielle. Alors, bien sûr, si on parle de ces fonctions et si on parle de la composition de ces fonctions, il faut savoir qui joue, qui exerce un rôle pour promouvoir, pour changer les dispositifs et leur signification. Et donc les acteurs sont vraiment majeurs. Et d'une certaine manière, le droit du travail, il est largement tributaire des dénominations qu'on donne aux institutions, aux mouvements, aux contrariétés, etc. Le rôle d'appellation, enfin le jeu d'appellation, de dénomination est absolument clé. C'est pour ça que on peut dire que le travail sur les catégories est un travail majeur en droit du travail, c'est-à-dire comprendre comment une catégorie s'installe en droit du travail, avec quel projet elle s'installe, avec quel projet elle va se transformer, etc. Donc, c'est le cas, par exemple, de la subordination, mais c'est le cas de la notion d'employeur, qui sont des catégories majeures et qui sont à la fois
fondatrice, mais en même temps dont il faut essayer de comprendre l'origine et les mutations progressives. Et il faut aussi s'occuper des effets des règles. Alors, là, je dirais que les juristes sont victimes de quelque chose dont ils sont très fiers, mais qui ne s'est pas passé en 1968 ou en 1981. C'est ce qu'on appelle la positivation du droit, c'est-à-dire la conviction est aujourd'hui installée en France, et ça date de la fin du XVIIIe, que le droit, c'est ce qui est visible dans la loi, dans les codes, etc. Donc, le travail des juristes, c'est de décrire, c'est ça la dogmatique juridique, d'écrire les règles qu'on déduit de ces textes. Donc, on ne s'intéresse pas aux effets de ces règles. Et depuis pratiquement la fin du XVIIIe, les juristes ont abandonné une réflexion sur les effets sociaux et économiques des règles. Et donc, d'autres que se sont occupés de ça, sans comprendre la complexité de l'outillage juridique. Et donc là, probablement une des vraiment missions des générations actuelles et futures, c'est d'essayer de reconstruire le champ d'analyse, donc les méthodes d'analyse, pour que les effets ne soient pas étudiés indépendamment des règles des institutions. C'est un point absolument majeur auquel je me suis un peu attaché avec, on va dire, les économistes qui partagent cette conviction. Et aujourd'hui, on en est où? On va vers une espèce d'apocalypse avec le problème d'écologie, la mondialisation. Alors, évidemment, la qu'est-ce que le droit peut faire, justement? Ouais. La question écologique me paraît être la question centrale des temps modernes et des temps futurs. Et le droit du travail est concerné directement par cette question écologique, c'est-à-dire les conditions de la survie de l'espèce, de l'être humain et des autres, du vivant, et donc de la nature qui fait partie du vivant. C'est la question majeure, et on voit que la prise de conscience de l'importance de cette question pourrait changer en partie les acteurs et les rapports entre les acteurs. Notamment, même du côté des entrepreneurs, cette question me paraît être une question très sensible. Et parfois, peut-être les mutations nécessaires du système juridique pourraient venir plus d'une alliance vertueuse entre l'État, les autorités publiques et les acteurs privés que d'une simple décision des autorités publiques, auquel malheureusement je ne crois pas beaucoup. C'est-à-dire la sagesse des autorités publiques ne suffit pas, à supposer que cette sagesse soit démontrée. Et de ce point de vue, un des modèles possibles, ce serait la loi sur le devoir de vigilance? C'est un bel exemple, me semble-t-il, la loi du mois de mars 2017, de conjugaison, d'impulsion par la loi, d'orientation par la loi et de prise en charge par les acteurs privés, entreprises, organisations syndicales et même ONG. Il ne faut pas oublier que les ONG, évidemment, sont très, très actives dans ce domaine. Elles sont devenues une partie de la dynamique sociale même.
Quel juriste êtes-vous, Antoine Yoncan? Difficile de se définir, mais je suis bien sûr dogmaticien comme tous les juristes contemporains, c'est-à-dire je fais de l'analyse des règles, les classes, on étudie les distinctions. Bon. Mais je pense pouvoir me réclamer d'une autre qualification. Je m'intéresse et je me place plutôt comme théoricien descriptif, c'est-à-dire pas théoricien pour préconiser des changements, ce qui serait une théorie plutôt prescriptive ou normative, mais essayer de comprendre dans le droit ce qui n'est pas visible. Et c'est ça que je donnerais comme définition de théorie descriptive. Bon, je suis en très bonne compagnie, mais je ne vais pas trop désigner de compagnon de cette position, qui est une position que j'ai essayé de faire partager autant que possible par les doctorants que j'ai eu la chance de rencontrer, de suivre, et auprès desquels je me suis beaucoup enrichi.